dites souvent que le cycle de l'eau est le mécanisme le plus important dans le climat, et non pas le seul niveau du CO2. Quel est le mécanisme de base? Alors c'est en effet la quantité d'eau qui est présente dans l'atmosphère, à plus de 60% d'ailleurs, d'après les propres chiffres du GIEC d'ailleurs, qui détermine l'effet de serre et la chaleur de l'atmosphère terrestre, et donc, de proche en proche, le climat. Le CO2, donc le gaz carbonique, est lui-même en trop faible quantité pour que son propre pouvoir réchauffant puisse avoir une influence déterminante. Quelle raison existe-t-il dans ces conditions entre la vapeur d'eau et le gaz carbonique? Il y a une relation entre la vapeur d'eau et le gaz carbonique. C'est d'ailleurs la base première de toute vie, de tout organisme, de tout milieu favorable à la vie. Je dis souvent, c'est une sorte de relation d'amour entre l'hydrogène et le carbone, avec l'oxygène qui sert de médiateur. Bon, on a principalement l'eau. L'hydrogène est associé à l'oxygène dans H2O, d'une part, et le dioxyde de carbone, où l'oxygène est associé au carbone dans le CO2. Alors, le dioxyde de carbone est ce qu'on appelle un dipôle instable. Bon, ça veut surtout dire qu'il a une influence sur son environnement et que, de ce fait, toute molécule de CO2 va attirer des molécules d'eau qui sont un peu comme des petites fiancées, quoi, en quelque sorte. Ce sont les molécules d'eau qui créent l'effet de serre dans l'atmosphère et donc qui permettent à la Terre de conserver la chaleur qui est elle-même nécessaire à la vie. Y a-t-il toujours la même proportion de vapeur d'eau dans l'atmosphère? Non, précisément, c'est une proportion qui est variable. D'ailleurs, il y a une proportion d'équilibre entre les deux éléments. On appelle ça la relation d'affinité. Et elle détermine d'ailleurs la proportion d'équilibre entre le gaz carbonique et la vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais elle le détermine aussi dans tout milieu, dans les océans, dans la Terre, dans tout organisme vivant, dans la faune et dans la flore. La loi principale, c'est que plus le CO2 est chaud, plus il attire de molécules d'eau. Par exemple, dans l'air, ça peut varier de 12 à 20 molécules d'eau pour une molécule de gaz carbonique. Et je le disais tout à l'heure, le gaz carbonique ne participe donc pas lui-même directement au réchauffement. En revanche, s'il est réchauffé, il va attirer des molécules d'eau qui vont contribuer à l'effet de serre. Il y a d'ailleurs d'autres facteurs que la température, le milieu dans lequel la relation s'établit, la pression du milieu, le type de milieu et d'autres facteurs plus subtils comme par exemple le magnétisme. Et de quelle manière cela contribue au climat? Alors, la proportion idéale d'équilibre, qui fait qu'il n'y a pas de mouvement entre les deux, elle n'est jamais respectée. Donc si vous avez un milieu dans lequel il y a trop d'eau par rapport au gaz carbonique, et un milieu où il y a trop de gaz carbonique par rapport à l'eau, ces deux milieux vont avoir tendance à s'équilibrer. C'est soit les molécules d'eau qui vont aller de l'un à l'autre, soit ce sont les molécules de gaz carbonique. Et le sens du mouvement va dépendre du milieu dans lequel ce mouvement va pouvoir trouver l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour le faire. Donc ça, c'est ce qui se passe à un niveau micro, comme on dit. Et puis quand on additionne ces niveaux micro, au niveau local, au niveau régional, au niveau continental, à l'échelle de la planète, de proche en proche, ça va déterminer les vents, les nuages, les courants maritimes qu'on appelle halieutiques et toute la machinerie du climat. On peut citer des exemples dans la vie quotidienne? Je crois qu'il y en a de nombreux. Alors, par exemple, si on est dans le désert, admettons, et qu'on entoure une bouteille d'eau avec une serviette humide, donc l'atmosphère est très chaude, l'eau de la serviette va s'évaporer, elle va prendre de l'énergie à l'intérieur de la bouteille qui va se rafraîchir. C'est un mécanisme qu'on va retrouver aussi dans le climat, par exemple. Vous avez un autre exemple? Oui, puisqu'il y en a de nombreux. Il
Il y a un exemple que je cite souvent, c'est celui du sèche-cheveux. Le sèche-cheveux chauffe le gaz carbonique, le CO2 de l'air, donc ça attire les molécules d'eau qui sont dans les cheveux, et comme l'air est pulsé en permanence, il n'a pas le temps de se saturer, et les cheveux vont se sécher progressivement. Alors on a le même phénomène se produit quand les vents chauds traversent la Méditerranée, qui n'ont pas été rafraîchis par les aquifères qui étaient présents auparavant dans le Sahara. L'air va se charger d'eau et va se déverser sur les premiers versants qu'ils vont rencontrer au contact des rivages. Et c'est ainsi que des pluies centenales vont devenir des pluies décennales, qui nourrissent l'actualité de manière régulière. Est-ce que la sécheresse et les inondations sont des manifestations concrètes de la pénurie ou de l'excès d'eau? À partir du moment où vous avez de la déforestation, vous voyez, un arbre, ça comporte 70% d'eau et 30% de carbone, exactement comme un corps humain. À partir du moment où vous déforestez, vous n'avez plus ces grandes réserves d'eau que constitue la flore. Et comme l'air qui est chauffé attire les molécules d'eau du sol, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, dans les nuages. Et cette vapeur d'eau va donc former des pluies qui vont être beaucoup plus abondantes. Et comme cette eau ne va pas être retenue par les sols, elle va aller directement à la mer. Et donc soit vous avez des sols qui s'assèchent, soit au contraire vous avez des sols qui sont délavés par les pluies abondantes, et ce qui va contribuer à les appauvrir, et donc alimenter encore plus ce cycle d'assèchement et d'accélération du cycle de l'eau. À l'échelle de la planète, peut-on dire, comme on l'entend partout, que l'augmentation du gaz carbonique, CO2, provoque de la chaleur, ou est-ce l'inverse? Alors sur la longue période, sur la période où on peut l'observer, la réponse elle est très claire. C'est d'ailleurs à Claude Lorius qu'on doit cette connaissance. Il a étudié la composition des inclusions gazeuses dans les glaces polaires. Parce que la glace, elle contient des petites bulles d'air qui comprennent des indications extrêmement précises sur le climat des anciennes périodes de la Terre. Alors de ce fait, les climatologues possèdent les courbes de variation du CO2 sur longue période et les courbes de variation de la température. Alors, si on les compare, on se rend compte qu'elles sont très semblables, mais surtout on se rend compte que la courbe du CO2, elle suit celle de la température et non pas l'inverse. Et par conséquent, le verdict est sans appel. Quand la température monte, cela va provoquer de nouvelles émissions du CO2, mais seulement par la suite. Donc le CO2 suit la température. Plus de chaleur, c'est un peu comme pour le sèche-cheveux, c'est plus de CO2 chauffé dans l'atmosphère, donc plus de vapeur d'eau. Cela favorise la photosynthèse, cela développe la flore, et au final, ce mécanisme va plutôt tempérer l'augmentation de la chaleur plutôt que d'y contribuer. Donc on a tort de dire que l'augmentation du CO2 est à l'origine du réchauffement actuel. Alors, c'est malheureusement un tout petit peu plus compliqué que ça, car le CO2 qui est relâché actuellement dans l'atmosphère n'est pas provoqué par l'augmentation de la température. Il n'y a pas le temps. C'est un CO2 artificiel. Nous vivons dans un monde artificialisé. Cela depuis l'ère industrielle. Et donc, ce caractère artificiel du CO2 ne permet plus au mécanisme naturel qui était à l'œuvre dans le passé de modérer l'augmentation de la température, une augmentation qu'on observe, qui est tout à fait normale et qu'on observe depuis la sortie de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, c'est-à-dire en gros depuis 1860. Il y a de multiples facteurs qui font que les mécanismes de compensation ne fonctionnent pas et que moi, ce que j'ai appelé l'Éden n'est pas au rendez-vous parce que plus de chaleur, c'est le paradis normalement. Bon, là, il n'y a pas de paradis,
Les facteurs, c'est l'industrie chimique, c'est le caractère, donc, on le disait à l'instant, très artificiel des émissions de CO2, mais c'est aussi, je dirais presque surtout, la déforestation des grands poumons de la planète, comme par exemple l'Amazonie. Le réchauffement, il devrait provoquer une ère d'abondance. Et c'est le contraire qui se produit, et c'est manifestement le résultat de l'action de l'homme sur la biosphère. C'est pour ça qu'on parle d'anthropocène. Bon, si on voulait résumer ce qui se passe, je dirais que l'eau va plus vite du ciel à la Terre. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le niveau du CO2, on a vu, qui est déterminant pour la température, mais c'est le fait que le gaz carbonique a augmenté artificiellement trop rapidement. Et conjugué avec la déforestation, il n'y a plus rien pour le stocker dans la biosphère intermédiaire. De ce fait, les sols se dessèchent, les sols s'appauvrissent, plus de chaleur dans l'atmosphère, c'est plus de vapeur d'eau, cette vapeur d'eau se transforme en nuages, et l'eau qui est déversée par les nuages n'est plus retenue par les terres et par la flore, puisqu'il y en a moins. Donc on a une accélération progressive du cycle de l'eau, et elle se caractérise par un assèchement climatique global. Alors cet assèchement climatique global, c'est ça que souvent les gens ont un peu de mal à comprendre, c'est que d'un côté il y a des pluies diluviennes, et de l'autre côté il y a plus d'aridité, de sécheresse. Mais on voit bien qu'en fait ce sont les deux aspects d'un même phénomène. Il faut déjà stabiliser le niveau du gaz carbonique, même si c'est à un niveau légèrement supérieur à celui qui a précédé l'ère industrielle. Mais il faudrait surtout, dans le même temps, écologiser toute l'industrie, et le véritable problème, c'est qu'en fait, personne n'y est prêt, parce que les COP, les conférences des parties, ne concernent que la température et le CO2 et non pas l'ensemble de l'industrie. Dénoncer le seul CO2 serait une solution de facilité ? Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Les conférences internationales sur le climat préfèrent effectivement tout mettre sur la responsabilité du gaz carbonique et rien dire sur ses méfaits. Et je le disais d'ailleurs, ça n'est pas à l'ordre du jour de ces grandes conférences. Donc au final, on préfère s'en prendre aux citoyens, proposer des taxes, on donne des obligations aux États, mais c'est aussi une manière de s'en prendre aux citoyens et au gouvernement. Et de ce fait, on ne s'en prend jamais au système industriel, qui est tout à fait hors champ de la discussion. D'où la proposition de la géo-ingénierie. Oui, comme on ne peut pas toucher à l'industrie, qu'il est très difficile de stabiliser les émissions et encore plus difficile de revenir en arrière, avec la fin espérée de l'industrie du pétrole, on préfère donc proposer des retraits massifs du carbone de l'atmosphère par des moyens industriels, plutôt que de s'orienter vers une industrie et une agriculture qui seraient plus respectueuses de l'environnement. À mes yeux, c'est le risque de faire une double erreur. Car moins de carbone, sans arrêter la déforestation, sans mettre un terme à l'agriculture qui agresse les sols, sans freiner l'omniprésence de la chimie, du moins pour celle qui est issue du pétrole, cela ne peut conduire qu'à renforcer l'assèchement de la biosphère et ses désordres. Et comme cette géo-ingénierie n'est pas vraiment maîtrisée, on peut considérer qu'on joue un peu aux apprentis sorciers. C'est un peu une suite sans fin. C'est surtout une route qui mène à l'artificialisation croissante de la société. Déjà le carbone et le carbone artificiel, et on va combattre le carbone artificiel par une artificialisation encore supérieure, par les moyens industriels de lutte contre les dérives climatiques. Donc pensez-vous que cette artificialisation nous mène au transhumanisme ? On peut le penser, surtout quand on se rend compte que les sociétés qui s'investissent actuellement dans le climat et dans les méthodes de géo-ingénierie sont aussi celles
qui finance les études sur l'intelligence artificielle, sur le transhumanisme, sur l'ordinateur quantique. On voit bien qu'on a deux sociétés qui s'opposent, une société industrielle qui était fondée sur le carbone et une société post-industrielle qui va être fondée sur, alors bon, on peut appeler ça le transhumanisme, en tout cas sur une artificialisation et une numérisation constante et progressive de la société. Et est-ce normal que le public, les citoyens, ne soient pas informés ? C'est tout à fait, anormal. Ce débat échappe aux citoyens. Il échappe aux citoyens pour plusieurs raisons. D'abord parce que les grandes conférences sur le climat, effectivement, ne concernent qu'un aspect très isolé du problème, et non pas l'ensemble des ordres qui concourent aux dérives climatiques. Et puis la deuxième raison, c'est que ces questions sont relativement complexes, et donc il est assez difficile, sans une véritable éducation, d'informer le citoyen sur les enjeux qui sont en train de se jouer. On peut même dire d'ailleurs que ces enjeux, pour une grande part, ils échappent même au gouvernement et aux États traditionnels. Or, les citoyens ne sont en contact qu'avec les États traditionnels. Il n'y a pas de gouvernance mondiale. Alors, si j'ai bien compris, la solution de la géo-ingénierie, j'entends par là concrètement faire des retraits de CO2 dans l'atmosphère, c'est la solution qui est choisie. Mais par qui ? Alors, c'est la solution qui est choisie, puisque même les conférences internationales maintenant commencent à discuter des meilleures méthodes de retrait. Donc ça veut dire que ces méthodes ont été légitimées par les experts internationaux. Alors, qui sont ces experts internationaux ? Ce sont les grandes sociétés, les grandes majors qui sont les plus actives dans le lobbying de la société internationale, et notamment auprès de l'ONU. Alors, au-delà du local, à l'échelle mondiale, on peut imaginer des guerres climatiques, artificielles donc encore. On peut imaginer des guerres climatiques, et certains prétendent qu'elles ont déjà eu lieu. Ou qu'elles ont lieu. Voilà. J'en conclus que les méthodes de géo-ingénierie dans leur ensemble font partie de ces nouvelles technologies que le public ne connaît pas. Alors le problème de la méconnaissance du public, c'est que ça ouvre la voie à ce qu'on appelle le complotisme. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas quelle est la réalité de ce qui se fait exactement, on peut tout imaginer. Donc on imagine même le pire. Et c'est un des véritables problèmes, c'est que l'absence d'information à destination du public encourage le développement de théories complotistes. Et on peut se demander si en réalité c'est pas fait exprès d'une certaine manière. Parce que plus le public, plus les médias, plus Internet organise une espèce de déferlante de fake news qu'on prétend vouloir condamner par ailleurs, plus on va s'en prendre à l'opinion publique en disant qu'elle n'est pas mature, qu'elle est incapable d'avoir une opinion démocratique sur ces phénomènes, et donc on s'en remet au gouvernement des experts. C'est exactement ce qui se passe avec les conférences sur le climat et ce fameux rapport de synthèse qui comprend des éléments de langage pour ceux qui ne connaissent pas, que ceux qui ne connaissent pas le sujet puissent en parler sans avoir l'air d'être des imbéciles. Pensez-vous que même si les citoyens et les gouvernements arrivaient à réduire les émissions de CO2, il soit réellement possible que cela suffise pour ne pas avoir à officialiser la géo-ingénierie, tout en sachant que les industriels, l'aviation, la marine, les lobbies du pétrole sont hors de cette comptabilité, comme cela se passe aujourd'hui. Oui, il y a effectivement beaucoup d'industries, notamment l'aviation, dont les émissions ne sont pas comptabilisées dans les objectifs. Donc se fixer des objectifs internationaux, ça n'a pas beaucoup de sens. Même si les objectifs que les conférences des parties se sont donnés étaient atteints, on sait très bien que ça ne suffirait pas à freiner les désordres climatiques et l'assèchement, puisqu'il y a bien d'autres facteurs. On parlait de la déforestation, l'industrie chimique. Bon,
Alors ça, c'est complètement en dehors du scoop. Et c'est tout le but de ce système, c'est de nous expliquer que la géo-ingénierie est une étape absolument indispensable du progrès humain.